Lorsqu'il était petit, mon grand frère était convaincu que le crapaud était le mâle de la grenouille, que la souris était la femelle du rat et que le poney était le petit du cheval. Alors oui, c'est normal pour un enfant de faire ce genre d'erreur, mais si vous avez envie d'explorer un peu plus le monde des animaux avec votre enfant, nous avons une merveilleuse ressource pour cela. Ce sont des images classifiées de tout un tas d'animaux, avec à chaque fois le mâle, la femelle et le petit. Ce qui fait que vous pouvez travailler le vocabulaire des animaux et que vous pouvez aussi reconstituer les familles. Par exemple, le bélier avec la brebis et avec l'agneau. Bref, si vous avez envie d'exploiter cette formidable ressource avec vos enfants, eh bien, je vous invite à rejoindre l'accompagnement des Montessori 7. C'est notre communauté sur abonnement mensuel. Et ce n'est que l'une des dizaines et des dizaines et des dizaines de ressources que vous pourrez trouver sur cette plateforme. De même que des séances de questions-réponses en direct 2 fois par mois et une merveilleuse communauté pleine d'entraide et d'encouragement. Je vous invite donc chaleureusement à rejoindre l'accompagnement des Montessori 7 si ça vous intéresse. Le lien est dans les notes de cet épisode. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Durant le dernier podcast, je vous ai présenté les dangers et les limites de l'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT par exemple, et ce en particulier dans l'éducation. Et je sais que je vous ai peut-être fait peur, en tout cas de mon côté, je vous avoue que c'est un outil que j'utilise avec une grande prudence et dont je continue de me méfier. Mais je suis convaincue qu'il ne faut pas pour autant renoncer à utiliser l'intelligence artificielle générative. Elle est là, elle est partie pour rester, et il faut savoir qu'elle est déjà présente un peu partout autour de nous. Alors plutôt que de faire l'autruche et de nous enfoncer la tête dans le sable, aujourd'hui je voudrais vous proposer d'apprendre à l'utiliser pour mieux la connaître, mieux la contrôler, et aussi mieux la maîtriser. Le monde a déjà changé autour de nous. Donc la question, c'est est-ce que nous allons rester sur le côté, sans avoir de prise sur ce qui se passe, sans comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, comment on peut l'utiliser, et est-ce qu'on va laisser les personnes les plus mal intentionnées de la planète s'en servir, parce que c'est déjà le cas. Je vous l'avais déjà dit, je crois, dans le dernier épisode, mais je reçois déjà, alors ça reste assez anodin, mais je reçois déjà beaucoup plus de mails qui ont clairement été écrits par une intelligence artificielle générative. Ces mails sont bien mieux écrits et ils sont trompeurs sur les services que la personne en face peut proposer. Ce sont des services à chaque fois de marketing qui me proposent beaucoup plus d'abonnés sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. Donc je connais ces messages, je sais qu'ils émanent de gens en général qui font un travail assez médiocre, mais les mails sont de mieux en mieux écrits. Donc, je pense que la priorité, c'est d'être nous-mêmes acteurs de l'intelligence artificielle et en particulier d'apprendre à repérer les évolutions de l'IA, ses limites et ses progrès. Parce que les deux vont aller de pair. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, comme mon podcast porte quand même avant tout sur l'éducation, je vais vous présenter 3 utilisations très concrètes de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation. 3 utilisations qui vont pouvoir vous faire gagner du temps si vous êtes enseignant, par exemple, ou si vous pratiquez l'instruction en famille, et qui vont aider vos élèves ou vos enfants à mieux apprendre et à mieux comprendre. Et puis, je vais vous faire un petit épisode bonus pour vous expliquer comment éviter la triche avec l'intelligence artificielle générative. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour les élèves de tricher, et de tricher intelligemment, c'est-à-dire de donner l'apparence d'une réponse intelligente qui donne l'apparence d'avoir été construite par un humain, grâce à des outils comme ChatGPT. Mais j'ai quelques idées là-dessus, donc ça fera l'objet d'un petit épisode bonus. Voilà, c'est cadeau cette semaine.
Ça permettra de compenser un petit peu le fait que je n'ai pas pu sortir ce podcast la semaine dernière parce qu'il m'a pris plus de temps que je ne le pensais à préparer parce que malheureusement, l'IA évolue, enfin malheureusement ou heureusement, l'IA évolue tous les jours, c'est difficile de suivre. J'ai découvert d'autres IA que ChatGPT ces derniers mois. Et bref, c'est difficile de tout approfondir pour essayer de vous donner un aperçu sommaire et en même temps complet de ces problèmes qui sont très très actuels. Alors la première grande catégorie de tâches dans lesquelles l'IA va nous être utile, l'IA générative, c'est pour gagner du temps. Qu'on soit enseignant, qu'on soit parent, et qu'on soit en IEF ou pas, peu importe, ça va permettre de gagner du temps. Par exemple, si vous êtes enseignant, vous pouvez gérer avec l'IA la communication avec les élèves, les parents d'élèves, l'administration, etc. Vous pouvez demander à l'IA de rédiger un message engageant, sympathique, qui donne envie, pour inviter, je ne sais pas moi, les parents d'élèves à la fête de la musique du collège, qui aura lieu le temps de telle heure à telle heure. Vous avez juste besoin de donner à l'IA les éléments factuels, voire même de lui envoyer un fichier avec les éléments factuels ou de la renvoyer vers un lien qui contient les éléments factuels et lui demander de rédiger une communication sur le sujet. Donc ça permet de gagner du temps sur des tâches qui, honnêtement, n'ont pas grand intérêt. Ou alors des tâches que l'IA générative peut faire même mieux que nous. Quand on n'a pas envie, qu'on est fatigué le soir, on n'a pas forcément envie de se creuser le cerveau pour trouver des expressions dynamiques et sympathiques. Donc on se retrouve à écrire des mails bateaux, lambda, qui n'attirent pas. Bon bah là, l'IA peut même faire un meilleur travail que nous, avec beaucoup moins de temps. Donc ça peut faire gagner du temps dans toute cette communication, je le disais, avec les élèves, avec les parents d'élèves aussi, pour proposer un rendez-vous, avec l'administration. Par exemple, vous pouvez très bien, je ne sais pas moi, fournir à l'IA un tableau que vous avez déjà rempli sur votre ordinateur avec les absences des élèves, et puis demander à l'IA d'écrire un mail pour chacune des familles concernées, ou pour faire un résumé des absences à l'administration. Enfin, tout ce que vous voulez en fait en termes de communication peut être accéléré par l'utilisation de l'IA. Un autre aspect très utile de l'IA pour gagner du temps, c'est que vous allez pouvoir produire des résumés de cours pour les élèves absents. Pas besoin de faire votre propre résumé. Vous fournissez votre cours à l'IA et l'IA doit être capable de faire un résumé. Vous fournissez par exemple les diapos avec l'onglet présentateur, avec les commentaires pour le présentateur. Vous fournissez tout ça à l'IA, éventuellement tout ça sous forme de texte, ça dépend de ce que certaines IA peuvent recevoir des images, d'autres non. Et vous demandez à l'IA de produire un résumé de cours. Par exemple, si c'est en histoire géo, c'est la matière de mon mari, eh bien vous pouvez demander à l'IA d'inclure les documents étudiés en classe et de faire un résumé de ce qui a été dit sur ces documents. Vous pouvez même d'ailleurs enregistrer le cours. Vous activez simplement le micro sur votre téléphone portable et vous donnez ça à l'IA pour qu'elle transcrive et résume. Et vous avez comme ça un document automatique que vous pouvez envoyer aux élèves absents, mais un document suffisamment qualitatif pour qu'ils puissent récupérer l'essentiel de l'heure de cours qu'ils ont manqué. L'avantage de ces questions de résumé, c'est que vous pouvez donner à l'IA un cadre. Vous pouvez lui demander de résumer en 100 mots, vous pouvez lui demander de résumer en 2 pages, suivant le degré de précision que vous voulez inclure dans votre résumé. Ça permet aussi donc d'adapter le niveau d'approfondissement, peut-être à ce que l'élève est capable d'absorber. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un résumé aussi conséquent pour un élève de CM1 que pour un élève de licence. C'est évident qu'on a besoin de beaucoup plus de détails plus on avance dans les études. Une autre possibilité pour gagner du temps, là c'est plutôt pour les familles en IEF, c'est que vous pouvez demander à l'IA, une fois que vous avez fait un premier dossier pédagogique pour votre demande d'autorisation d'instruction en famille, vous pouvez donner ces dossiers à l'IA et lui demander de les adapter pour l'année suivante, en sachant qu'il y a un niveau de plus
ou au moins de proposer des adaptations, sachant qu'il y a un niveau de plus. Vous pouvez aussi inclure quelques informations du style il fait beaucoup de progrès en orthographe, mais a encore des difficultés en mathématiques, et demander à l'IA d'inclure tout ça dans votre dossier pédagogique. Ça permet de faire un premier passage pour retravailler le dossier. Évidemment, ensuite, je vous invite à le relire très attentivement et à l'adapter vous-même, mais ça peut être une première étape, en tout cas faisable. Tout ça, c'est la première grande catégorie. L'IA générative va vous permettre de gagner du temps en vous déchargeant des tâches annexes, des tâches sur lesquelles, honnêtement, vous n'êtes pas forcément... déjà, vous n'êtes pas forcément le mieux qualifié. Hein, on n'est pas tous... Je vous parlais de communication pour inviter les parents d'élèves, etc. Bon, on n'est pas tous marketeurs, parce qu'en fait, c'est plus ou moins du marketing. Donc l'IA pourrait faire un meilleur travail que vous, et surtout ça n'est pas votre cœur de métier, ça n'est pas là que vous allez faire une réelle différence. Il vaut mieux que vous vous concentriez sur la pédagogie. Donc voilà, l'IA peut vous apporter beaucoup dans ce domaine-là. Un autre grand domaine qui me tient beaucoup à cœur, c'est tout ce qui concerne la différenciation pédagogique. L'IA est merveilleuse pour faire de la différenciation pédagogique, parce que en temps normal, si vous voulez faire des exercices ou des cours différenciés pour différents élèves ou pour différentes catégories d'élèves, vous devez tout faire à la main. Ce qui évidemment prend un temps fou, et très peu d'enseignants ont la disponibilité pour faire un tel travail. Là, avec l'IA, vous pouvez par exemple prendre un texte de cours, une leçon, qui devra être lue par les enfants, et adapter le niveau de lecture de ce texte au niveau de lecture de chaque enfant. Par exemple, vous pouvez dire, peux-tu adapter ce texte pour un élève de niveau CP, pour un élève de niveau CE1, pour un élève de niveau grande section. Et l'avantage, c'est que si vous avez des classes multiniveaux, ça vous permet de faire ce travail-là de façon quasi automatique. Évidemment, encore une fois, il faudra relire ce qui a été produit, mais ça vous permet quand même de faire des choses assez intéressantes. Et en fin de podcast, je vous citerai quelques IA que je vous encourage à tester, éventuellement à utiliser pour des utilisations différentes. Mais ChatGPT, sachez-le, n'est pas forcément la meilleure IA à utiliser suivant les cas. Donc vous pouvez adapter le niveau d'un texte à différents niveaux de lecture assez facilement, ce qui vous permet, par exemple, de donner les mêmes informations résumées sur un cours de, je sais pas moi, de SVT ou sur un cours de français ou de géographie, en adaptant le texte à chaque enfant, à son niveau de lecture. Donc, chacun va avoir à peu près les mêmes informations, mais peut-être avec des mots moins compliqués. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi avec l'IA, c'est que vous pouvez demander à l'IA d'expliquer telle notion, par exemple, je sais pas moi, l'entropie, ou alors pourquoi le ciel est bleu, d'expliquer pourquoi le ciel est bleu pour un enfant de 5 ans. Parce que, voilà, moi je sais pourquoi le ciel est bleu, c'est lié à la polarisation de la lumière. Mais s'il faut que j'explique à ma fille qui a 6 ans les ondes, voilà, le fait que la lumière c'est des ondes, et ce que c'est que la polarisation, franchement je vois pas comment faire. Donc ça va m'aider de demander à l'IA d'expliquer un tel concept en des termes simples, comme pour un enfant de 5 ans, de 6 ans. Ça, c'est quelque chose de très utile pour les enseignants comme pour les parents, quand on a des choses qu'on voudrait expliquer simplement et qu'on ne trouve pas les mots, ou qu'on ne trouve pas les images, qu'on n'arrive pas à simplifier. Ça, il faut savoir que c'est quand même le plus grand talent des éducateurs et des pédagogues. C'est pas d'être capable de comprendre et d'expliquer des choses très compliquées à des élèves très pointus dans le supérieur. C'est beaucoup plus facile, ça, en fait. C'est d'expliquer des phénomènes complexes avec des mots très simples pour des enfants très jeunes. Et c'est pour ça que ça m'agace profondément qu'il y ait une survalorisation des professeurs de l'enseignement supérieur et que ça décroisse petit à petit avec l'âge de l'enfant. Parce qu'en fait, enseigner en maternelle, enseigner en primaire, ça demande une polyvalence et des capacités de vulgarisation bien supérieures à celles d'un professeur du supérieur. Bon, c'est que mon opinion personnelle.
Une autre chose pour laquelle on peut utiliser l'IA, qui est particulièrement utile en pédagogie Montessori, mais pas seulement, c'est qu'on peut décrire une activité qu'on a prévue à l'IA et lui demander de prévoir des extensions pour les élèves qui auraient fini l'activité avant les autres. Ou, en Montessori, c'est beaucoup la façon dont on travaille avec les enfants entre 6 et 12 ans. On leur propose une leçon Montessori que l'on fait en groupe. Donc, on leur présente un concept, on leur présente quelques notions, en général de façon concrète avec du matériel, à un petit groupe d'élèves. Et puis ensuite, on leur propose de choisir une extension de ce travail pour réellement intégrer, digérer, absorber ce qu'ils auront appris. Les extensions, ça peut être, je sais pas moi, par exemple de faire un exposé, de créer un labbook, de créer un poster. Ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, si on travaille sur la table de Pythagore, où ce sont des carrés et des rectangles les uns sur les autres, ça peut être de dessiner sur un poster ce que ça fait que la table de Pythagore entièrement reconstituée. Voilà, on peut imaginer plein de choses comme ça. Ce sont des extensions du travail Montessori. Eh bien, l'IA peut nous aider à trouver des idées d'extension et à proposer une espèce de menu à l'enfant, en disant, voilà, tu as vu tel concept, par exemple, les plaques tectoniques. Maintenant, voici une liste d'idées d'extension que tu peux faire. Qu'est-ce que tu vas choisir parmi toutes ces extensions? Donc, l'IA va être un facteur de créativité. Et ça va permettre de s'adapter. Alors, je reviendrai sur le côté créatif dans la troisième partie de ce podcast. Mais ça va vous permettre, je le mets dans cette partie de différenciation pédagogique, parce que ça va vous permettre de vous adapter aux enfants qui avancent plus vite que les autres et aux enfants qui avancent plus lentement. Vous pouvez donc demander à l'IA des extensions pour ceux qui auront fini en avance. Moi, je me rappelle quand j'étais petite et que je finissais des exercices du bled en avance, qu'est-ce qu'on me proposait? D'autres exercices du bled sur le même concept. C'était pas passionnant. Là, on peut proposer des choses quand même beaucoup plus sympathiques aux enfants qui avancent vite. Et on peut donc les nourrir intellectuellement. À l'inverse, pour les enfants qui ont des difficultés au niveau de cette activité spécifiquement, eh bien, on va pouvoir trouver des solutions là aussi avec l'IA. Je disais, demander à l'IA comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça de façon plus simple, de proposer des versions allégées peut-être de l'activité pour les élèves qui ont plus de difficultés. On peut imaginer tout un tas de choses. Donc, ça va permettre de nous adapter au rythme des enfants entre ceux qui avancent plus vite, ceux qui avancent moins vite, sans que ceux qui avancent plus vite ne s'ennuient et sans que ceux qui avancent moins vite ne se retrouvent complètement largués. Donc, je pense que l'IA peut vraiment, vraiment participer à la différenciation pédagogique qui est, à mon sens, un axe d'amélioration majeur de l'école actuelle. Et puis, un aspect de la différenciation pédagogique qui va me permettre de faire la transition avec la troisième partie. J'en parlais cet après-midi avec une amie qui a un fils avec un TDAH, enfin avec un TDA en tout cas. Et une piste que je lui ai suggérée, c'était de venir nourrir. Alors, les enfants avec des TDA ont souvent ce qu'on appelle des hyperfixations, c'est-à-dire des centres d'intérêt très intenses et qui ne durent pas forcément très longtemps et qui disparaissent aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Ça peut être des enfants qui se passionnent pour un loisir créatif et puis qui l'abandonnent. Ou qui se passionnent pour l'étude des rapaces et puis qui passent à autre chose. Qui se passionnent pour le jardinage et qui passent à autre chose. Enfin, ça peut être plein de choses. L'intérêt, c'est qu'avec l'IA, on peut fournir un modèle d'exercice, par exemple. Propose-moi un exercice sur les homonymes on, on et on, ont. Propose-moi un exercice à trous de 10 phrases avec corrigé pour un enfant, mettons, je sais pas moi, de CE2 qui devra compléter les trous par on, ou on, ont. Et propose-moi cet exercice avec des phrases sur le thème des rapaces, du foot, du tissage, du jardinage, je sais pas moi, de n'importe quoi qui les intéresse là tout de suite. Des volcans, des baleines, de la danse, enfin, peu importe quelle est leur passion. L'intérêt, c'est que du coup, ils vont apprendre des choses
à la fois par le but direct de l'exercice, qui est de distinguer en l'occurrence on et on ont, mais aussi, ils vont aussi apprendre plein de choses sur leur domaine, leur centre d'intérêt. Donc on fait d'une pierre deux coups, on enrichit leur culture, on nourrit leur centre d'intérêt, et en même temps on les fait quand même travailler la notion qu'ils doivent travailler. Et là où l'IA fait une révolution, c'est qu'on n'a pas à réfléchir et à écrire ces exercices nous-mêmes. Il faut savoir que c'est ce qu'on fait normalement dans la pédagogie Montessori. Chaque fois qu'on propose des phrases à l'enfant pour étudier un point de grammaire, par exemple, je sais pas moi, les pronoms relatifs, on va proposer des paires de phrases comme je ne sais pas, j'ai mangé du chocolat, le chocolat était délicieux. À remplacer avec un pronom relatif par le chocolat que j'ai mangé était délicieux. Eh bien, là où on aurait à réécrire à chaque fois les phrases pour correspondre au centre d'intérêt de l'enfant, encore une fois, c'est ce qu'on fait dans la pédagogie Montessori en 6-12, et bien là, on va quand même pouvoir s'aider de l'IA. Donc, on va gagner du temps. Hein. On rejoint le premier avantage première utilisation dont je vous parlais, qui était de gagner du temps. Mais en même temps, on va pouvoir faire de la différenciation pédagogique parce qu'on va pouvoir s'adapter au centre d'intérêt de chaque élève. Parce qu'on aura juste à donner à l'IA la même invite, le même prompt, en changeant simplement le thème. Donc, propose-moi un exercice, blablabla, sur le thème de la danse classique, sur le thème du scoutisme, sur le thème des petits lapins, sur le thème des livres, je ne sais pas, ce que vous voulez. Et à la limite, on peut faire un exercice différent pour chaque élève. Et imaginez à quel point les élèves pourront se sentir exister dans toutes les dimensions de leur personne quand on va leur proposer des exercices qui s'adaptent précisément à leur centre d'intérêt du moment. On n'est même pas obligé non plus de faire toute sa programmation à l'année et de se dire, bon, une telle aime bien la danse classique, allez, je vais prévoir 20 exercices sur la danse classique. Non, ça peut changer d'un mois à l'autre. Peut-être qu'elle peut s'intéresser à la danse classique et le mois d'après être passionnée de Britney Spears, je ne sais pas. Et on pourra lui proposer des exercices, encore une fois, parfaitement adaptés. Donc ça, c'était le deuxième grand point. Premier point, gagner du temps. Deuxième grand point, permettre une différenciation pédagogique. Et troisième aspect, c'est que ça va nous aider à améliorer les cours, à améliorer ce qu'on propose aux élèves. Donc pas seulement dans une idée de différenciation, mais d'enrichissement. Donc ce que je vous disais, de pouvoir créer des exercices adaptés au centre d'intérêt des élèves, on peut créer aussi par exemple des problèmes mathématiques. Encore une fois, si j'ai une fille qui est passionnée de danse, eh bien peut-être qu'on peut faire un problème mathématique où on a un corps de ballet de temps de ballerines qu'il faut répartir en temps de rangée. Combien y a-t-il de ballerines sur chaque ligne de danse? Et ça, on peut demander à l'IA de créer ce genre de problème en lui disant, je voudrais un problème qui utilise telle ou telle opération, qui utilise tel raisonnement mathématique, mais dans le domaine de la danse. Donc, on va pouvoir créer des contenus adaptés au centre d'intérêt des enfants. Ça aussi, ça fait partie de l'amélioration des cours. Les cours seront plus agréables. On va pouvoir aussi, parce qu'il y a des IA génératives visuelles, on va pouvoir créer des illustrations ou des images beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes. Ça, on peut les créer. Alors, pour vous donner un exemple, en mathématiques, en Montessori, les enfants apprennent à calculer de façon très concrète. Et il arrive qu'ils sachent faire des opérations simples avant de savoir lire. Donc, on va leur proposer assez rapidement ce qu'on appelle les petits problèmes visuels. L'idée, c'est que ces problèmes ont des petites phrases écrites, mais normalement, les images du problème doivent suffire à comprendre le problème. Par exemple, un fermier a 11 poireaux dans son jardin, et donc on voit un fermier avec 11 poireaux. Il en récolte 4. Combien de poireaux reste-t-il dans son potager? Et là, on voit le fermier qui en retire 4, qui les met dans son panier. Combien en reste-t-il dans le potager? Donc, simplement en regardant les images, l'enfant peut compter 11 moins 4 et voir qu'il en reste 7. Il peut même compter sur l'image, compter jusqu'à 7. Donc, on utilise ces petits problèmes visuels pour que les enfants développent l'habitude
d'utiliser les concepts mathématiques d'addition, de soustraction, etc. dans des situations réelles. Sauf que on tourne assez rapidement en rond et s'il faut acheter des problèmes visuels pour renouveler un peu le stock, ça finit par coûter cher. Eh bien, on peut demander à des IA génératives d'images de nous créer telle ou telle image. Pour ça, il existe donc plusieurs IA visuelles. Vous avez Midjourney, Midjourney, qui à la base fonctionnait sur des serveurs Discord. Je sais, ça paraît compliqué, mais en fait non, c'est très très simple. Et aujourd'hui, il n'y a même pas besoin d'aller sur les serveurs Discord. Enfin, vous pouvez y accéder autrement. Vous pouvez décrire l'image. Je voudrais un dessin en aquarelle d'un fermier avec 11 poireaux dans sa rangée de potager. Et voir ce que l'IA vous propose. Alors, dans les tests que j'ai faits jusqu'ici, c'est compliqué d'avoir des choses chiffrées. D'avoir 11 poireaux. Vous risquez d'en avoir 30 000. Donc, en général, moi, ce que je fais, c'est que je laisse tomber. Je vous donne cette petite astuce. Vous trouverez plein d'autres exemples, en fait, de mise en application, avec toute une bibliothèque de prompts, une bibliothèque d'invites, dans l'accompagnement des Montessori 7, où je vous donne un peu la cheat sheet, le guide ultime, le guide caché pour créer des prompts. Je vais vous apprendre à utiliser les principales IA comme ChatGPT, comme d'autres IA que je vais vous mentionner, que je peux vous mentionner dès maintenant en fait, comme Perplexity, comme Claude, Midjourney, comme alors Sora, qui n'est pas encore disponible mais qui va bientôt être disponible, qui est une IA qui permet de créer des vidéos. Et donc, tout ça, je vais vous le partager. Il y a aussi sur Canva des intelligences artificielles visuelles qui produisent des images et des vidéos. À l'heure actuelle, tout ce qui est visuel a quelques limites, c'est-à-dire que en ce qui concerne les êtres humains ou les animaux, il y a parfois des choses bizarres. On va peut-être avoir une poule à 2 têtes ou une aile qui part bizarrement ou un humain dont le bras est positionné d'une façon impossible. Mais ça fonctionne quand même pas si mal. Et donc, petite astuce que je vous partage là, même si vous trouverez en fait tous mes conseils pratiques dans l'accompagnement des Montessori 7, dont le lien va être dans les notes de cet épisode. Si vous voulez faire des petits problèmes visuels, où il va être important de pouvoir compter, de se dire, voilà, j'ai 11 poireaux au départ dans mon potager, le mieux, c'est de créer l'image d'un fermier dans son potager, devant une bande de terre vierge, et de rajouter dessus, après, 11 poireaux. Et ensuite, demander qu'il y ait un panier à côté du fermier, et ensuite, dans le panier, de mettre 4 poireaux à la main, si vous voulez, de faire ça avec un logiciel d'image comme Canva. Mais au moins, vous aurez votre image de base du fermier dans son potager, qui peut être très belle, qui peut être adaptée à ce que vous aimez, vous et votre enfant, comme vous et vos élèves, comme style. Vous pouvez le faire en aquarelle, vous pouvez le faire façon Van Gogh, vous pouvez le faire comme vous voulez. Ça, pour le coup, l'IA est très, très douée pour faire quelque chose dans le style d'eux. Donc, c'est là où vous pouvez vraiment l'exploiter. Toujours dans ce côté très visuel, vous pouvez faire ce qu'on appelle en Montessori des affiches impressionistiques. Les affiches impressionistiques, c'est un terme un peu bizarre. Maria Montessori a inventé ce terme pour parler d'affiches qui doivent faire une forte impression sur le cerveau de l'enfant, d'où impressionnistique. Rien à voir avec les impressionnistes, Monet et compagnie, c'est pas ça l'idée. L'idée est de marquer l'esprit de l'enfant par une image forte, puissante. Petit exemple, quand on explique à l'enfant que l'air chaud monte et l'air froid redescend, on représente des petits anges qui portent des boules rouges qui montent dans l'air et des petits anges qui portent des boules bleues, donc froides, qui descendent avec leur petite boule qui les fait tomber par terre. Donc il y a un certain nombre d'affiches impressionistiques qui ont été imaginées par Maria Montessori, qui existent déjà. On peut imaginer de les améliorer, de les enrichir grâce à l'IA. Et puis, on peut imaginer de créer d'autres images sur ce principe-là, même si soi-même, on n'est pas très doué en dessin. Si on a une idée, on va pouvoir la transférer
à l'IA qui, en général, arrive à faire des choses pas si mal, à faire des choses assez intéressantes. Même si ce sont des idées un petit peu saugrenues, comme là des petits anges avec des boules rouges et des boules bleues, l'IA va être capable de le produire, même si vous n'êtes pas doué en dessin et que vous n'avez pas de modèle que vous pourriez recopier quelque part. Donc les affiches impressionistiques, c'est aussi une piste pour laquelle l'IA peut être utile. Et puis de manière générale, vous pouvez illustrer vos cours. Une idée récente que j'ai eue et que j'ai exploitée, que je trouve intéressante, c'est de faire des illustrations de botanique, par exemple dans le style de Pierre-Joseph Redouté. Alors, je ne sais pas si son nom vous parle, c'est un très grand illustrateur botanique qui... Alors, on voit parfois ses illustrations sur des tasses de thé. C'est ravissant, la façon dont il a dessiné les fleurs, les fruits, etc. Sauf que, il est mort. Il est mort il y a je ne sais pas combien de temps, plus d'un siècle en tout cas. Et donc, il ne fera plus jamais rien d'autre. Et donc, vous pouvez aujourd'hui demander à l'IA de créer... Alors, je ne sais pas si Redouté a déjà fait une illustration de melon, mais donc vous pouvez demander à l'IA de vous créer une illustration botanique de melon dans le style de Pierre-Joseph Redouté. Et le résultat va être très intéressant. Ça vous permet d'illustrer vos cours avec de belles images. Encore une fois, ça peut être dans le style de peintres célèbres. Alors, petit souci éthique. En ce qui me concerne, je n'aime pas trop utiliser le style de personnes qui existent, qui sont vivantes à l'heure actuelle, parce que ils n'ont pas fini de créer et j'estime que c'est quelque part leur voler un petit peu leur droit d'auteur. Mais bon, Redouté, il est mort et enterré il y a plus d'un siècle. Enfin, il n'y a pas vraiment de question de droit d'auteur. J'ai pas de scrupule pour le coup à faire produire par l'IA des illustrations dans le style d'un peintre qui est mort depuis longtemps. Donc ça peut être particulièrement intéressant pour améliorer les cours, pour illustrer les cours. Et puis dernier aspect dans cette catégorie de l'amélioration des cours, eh bien, les élèves vont pouvoir travailler eux-mêmes en posant à l'IA des questions. Désolée. En demandant à l'IA de leur donner des idées de questions, en demandant à l'IA par exemple un QCM sur le cours qu'ils sont en train d'apprendre, ou en demandant à l'IA un sujet de dissertation, ou une liste de 5 sujets de dissertation sur tel cours de français, ou de développement construit, etc. Peu importe comment on les appelle sur les matières. Donc, l'élève lui-même peut donner son cours à l'IA et lui demander des outils pour s'auto-tester. Donc, ça peut être des QCM, pour faire simple, ça peut être des exercices, ça peut être des sujets de dissertation. Vous voyez bien qu'à partir d'un cours, si vous demandez à l'IA de vous produire 5 sujets de dissertation et que vous êtes capable d'imaginer la problématique et les 3 parties de votre développement construit, de votre dissertation, etc., vous avez vraiment bien travaillé votre cours. C'est une excellente façon de travailler votre cours. Donc ça peut être un outil d'accompagnement à l'apprentissage pour les élèves eux-mêmes. Mais là, il faut vraiment montrer aux élèves comment faire et leur montrer comment exploiter cet outil. Et puis l'avantage, c'est que l'IA peut proposer un corrigé aussi. Donc on n'est pas désemparé. Alors il faut toujours se méfier, ça peut être de plus ou moins bonne qualité, mais même si ça n'est pas de très bonne qualité, ça va donner des idées. Ah oui, j'aurais pu parler de ça. Et puis lorsqu'il s'agit d'un QCM, là pour le coup, les réponses sont plus évidentes si on veut. C'est A, B ou C. Il n'y a pas tellement de nuances à avoir là-dedans. Donc l'IA fonctionne très bien pour proposer des corrigés à des QCM. Donc je vous récapitule les 3 grands aspects pour lesquels l'IA peut considérablement nous aider, enseignants ou parents en IEF ou pas, avec nos enfants. Ça peut être aussi pour les parents qui veulent aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Premier grand aspect, gagner du temps en déléguant en quelque sorte des tâches un peu administratives, les courriers, etc., à l'IA pour se concentrer sur nos missions principales de parents, d'éducateurs, d'enseignants. Deuxième grand aspect, favoriser la différenciation pédagogique. Par exemple, en adaptant le niveau d'un texte à différents niveaux de lecture, en demandant à l'IA de nous expliquer tel concept pour un enfant de 5 ans,
en décrivant une activité à l'IA et en lui demandant des extensions pour les élèves qui auraient fini plus vite et une version allégée pour les élèves en difficulté. Et puis, pour les enfants qui ont des troubles spécifiques, eh bien, ça peut être de nourrir, par exemple, les hyperfixations des enfants qui ont un TDAH ou ceux qui ont un TSA aussi, qui ont des centres d'intérêt en général très marqués. Et c'est là où on rejoint le troisième aspect pour lequel l'IA générative peut être extrêmement utile, c'est l'amélioration des cours en général. On peut s'adapter au centre d'intérêt des élèves en proposant des exercices sur les sujets qui les intéressent plus particulièrement. On va pouvoir créer des illustrations ou des images, par exemple pour des petits problèmes visuels en mathématiques ou pour créer des affiches impressionistiques Montessori, ou tout simplement pour illustrer les cours d'une façon belle et agréable, ou encore pour créer des illustrations botaniques, qui sont des illustrations scientifiques précises, mais en même temps artistiques. Et puis enfin, dans ce côté de l'amélioration des cours, les élèves, dans leur travail personnel aussi, vont pouvoir mieux travailler en demandant à l'IA quelles questions on pourrait me poser sur tel cours. Propose-moi un QCM, propose-moi 5 sujets de dissertation, etc. etc. Donc, voilà un petit peu toutes les façons dont l'IA peut nous aider. Je sais aussi que l'une des grandes inquiétudes des enseignants, mais aussi des parents, c'est de se dire, mais avec l'intelligence artificielle, comment empêcher les élèves de tricher? Et alors, comme c'est un problème un petit peu à part, je vais vous préparer un petit épisode bonus qui va sortir cette semaine aussi, complémentaire mais isolé, spécifiquement sur cette question de comment éviter la triche avec l'intelligence artificielle. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur ces IA, apprendre à les utiliser correctement, parce que je vous expliquais dans l'épisode dernier que tout repose sur ce qu'on appelle l'ingénierie de prompt. Comment rédiger des invites de commande pour que l'IA nous apporte la réponse que l'on attend. Parce que l'IA a beau fonctionner avec un langage naturel, avec notre langage humain, il faut quand même être précis dans ces questions, il faut apprendre à poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. C'est comme dans la vraie vie. Donc, si vous voulez en savoir plus là-dessus, si vous voulez découvrir ces différentes IA que je vous ai citées, comme ChatGPT, Claude, Perplexity, pour quels aspects spécifiques on peut les utiliser et pourquoi l'une plutôt que l'autre, pourquoi utiliser plusieurs IA et comment, etc. Tout ça, ça va être dans l'accompagnement des Montessori 7. Ce sont des ressources qui vont être disponibles et que je maintiendrai à jour. C'est-à-dire que si je découvre de nouvelles choses, évidemment, je viendrai enrichir cette rubrique aussi sur l'IA parce que c'est un domaine qui progresse très très vite. Et en ce qui concerne les IA visuelles, là aussi, vous aurez des petits tutoriels autour des IA visuelles comme Midjourney, comme Canva, avec son option média magique, et peut-être plus tard, quand ce sera accessible au public, avec Sora, qui est l'IA visuelle qui produit des vidéos, qui est associée à ChatGPT. C'est l'IA de vidéo d'OpenAI. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous du coup très très vite, probablement demain, pour notre petit épisode bonus Comment éviter la triche avec l'intelligence artificielle. Et d'ici là, pour ceux qui sont intéressés, je vous donne rendez-vous dans l'accompagnement des Montessori 7. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure. Oh, et avant que vous partiez, n'oubliez pas que sur l'accompagnement des Montessori 7, vous trouverez des dizaines et des dizaines de ressources, comme par exemple les images classifiées des animaux, avec à chaque fois le mâle, la femelle et le petit. Et bien entendu, vous aurez plein d'autres ressources à exploiter en même temps, et vous pourrez en plus me poser toutes vos questions dans les séances de questions-réponses en direct 2 fois par mois. Si vous avez envie de nous rejoindre sur l'accompagnement, le lien est dans les notes de l'épisode que vous venez d'écouter. À très bientôt!